Il est 16h46, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, votre émission, le grand dossier, largement consacré à cette toute dernière information. L'Iran qui a donc abattu un avion de chasse américain dans le sud-ouest du pays. Les médias américains viennent de confirmer l'information. Mais qu'en est-il du pilote ? L'armée américaine est en ce moment à sa recherche. Comment justement peuvent réagir les Américains ? Quel impact pour l'opinion ? Qu'est-ce qui va se passer en effet pour l'Iran ? Est-ce qu'elle peut passer en position de force avec cet événement ? Siavosh Ghazi, on repart à Téhéran tout de suite avec vous, correspondant RFI et France 24. Donc les autorités iraniennes qui depuis quelques heures déjà affirment avoir détruit cet avion américain. Selon la télévision iranienne, c'est bien un F-35 qui a été abattu donc par des systèmes de défense anti-aériens iraniens locaux, donc qui a été abattu. Et donc il y a des images qui sont montrées également pour montrant par exemple des avions et des drones donc MQ-9 je crois qui essayent de localiser, qui ont essayé de localiser donc l'endroit où le pilote s'est éjecté, et selon donc des sources de ces médias officiels, ils n'ont pas réussi à récupérer le pilote, et donc il y a une récompense qui a été donc fixée par la télévision iranienne, donc à qui ramènerait le pilote mort ou vivant recevra une récompense donc de la part du pouvoir. Voilà en tout cas les informations qui ont été données par les autorités iraniennes il y a déjà donc quelques heures. On va parler de la suite de ces informations, de la conséquence aussi évidemment que ça peut avoir dans cette guerre. Est-ce qu'on est face à un tournant au 35e jour de guerre ? Et on va en parler avec nos invités évidemment en plateau. Maya Kadra, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. Magali Barthès, reporter, éditorialiste international pour LCI. À côté de vous, ou en face de vous en tout cas, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et puis le général Nicolas Richoux. Bonjour général, ancien commandant de la 7e brigade blindée. On va faire le point évidemment sur ce qu'on sait. C'est une toute dernière information. C'est l'information de l'après-midi. Magali, je vous emmène avec moi justement pour expliquer à ceux qui nous regardent ce qui est en train de se passer, parce que ça peut être en effet un tournant dans cette guerre. Magali, on revient donc sur les Iraniens qui d'abord sont les premiers à diffuser cette information. Oui, Magali. comme le disait Siavosh, c'est la télévision en fait iranienne qui affirme que des systèmes de défense donc aériens iraniens ont réussi à abattre donc un appareil américain, et pour le prouver, ils vont diffuser ces images en expliquant qu'il s'agirait là d'un F-35, un avion furtif américain. En fait, tous les spécialistes de l'aéronautique qui ont analysé justement ces débris, ils voient davantage ceux d'un F-15, c'est-à-dire un avion plus vétuste, mais qui est utilisé en effet par les États-Unis en ce moment sur le sol iranien. En tous les cas, les gardiens de la révolution diffusent ce communiqué. Ce chasseur a été complètement détruit et s'est écrasé. Mais la question, comme vous le disiez, c'est que sont devenus le ou les pilotes ? Est-ce qu'ils ont eu le temps de s'éjecter ? Et là, il y a des habitants qui filme ces images, vous voyez, d'un hélicoptère qui est en train de survoler la zone, peut-être justement engagé dans une opération de sauvetage. Autre vidéo, là encore, tournée par des Iraniens. Là, on voit un avion de transport de troupes qui, vous voyez, est accompagné de 2 hélicoptères qui survolent donc la zone en basse altitude. Manifestement, d'importants moyens américains sont en effet déployés dans cette zone. C'est une opération évidemment extrêmement risquée, surtout qu'au même moment, la télévision d'État iranienne lance un appel à la population, aller sur les lieux, récupérer justement ces pilotes avant que les Américains n'y arrivent. Écoutez. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Voilà, donc là vous entendez bien, c'est la télévision iranienne. Forcément, on l'attendait, la réponse américaine. Que disent les Américains, Magali ? Alors, il n'y a aucune confirmation officielle, mais il y a la presse américaine qui reprend d'ailleurs des sources de responsables américains et qui irait dans le sens, en effet, d'un avion américain bien abattu au-dessus de l'Iran. La zone de recherche
ce serait celle-ci. C'est une province, la province, voilà, que l'on voit ici, au sud-ouest de l'Iran. Vous voyez, on est proche de l'Irak, du Koweït, donc du Golfe Persique, une zone montagneuse. On l'a vu sur les images, zone désertique. En tous les cas, si l'information, elle se confirme, et ça semble quand même aller dans ce sens, ce serait la première fois depuis le début de la guerre qu'un avion américain a été abattu par des tirs ennemis, parce qu'on a bien vu il y a quelques jours un F-35 qui avait été touché par des tirs iraniens, mais qui avait réussi à aller se poser dans un pays du Golfe. Voilà, et pour ça, c'est la question justement de cette émission. Est-ce qu'on est vers une escalade totale, un tournant dans cette guerre? Je le rappelle, 35e jour de guerre. Général, j'ai évidemment envie d'aller tout de suite vers vous sur cette information. Alors, c'est vrai que c'est encore compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment, en effet, sur le type d'avion abattu, sur en effet les pilotes qui étaient à l'intérieur, le ou les, vous allez peut-être aussi nous le dire. Et puis, en effet, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation des autorités américaines. Ce sont les médias qui confirment bien. On voit aussi forcément, on va les revoir, ces images d'hélicoptères qui sont ciblés. On dirait, en tout cas, on a l'impression d'une opération de sauvetage. Qu'est-ce que ça vous dit? En tout cas, ce que vous voyez, les informations qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion, vous, en tant que... Alors déjà, il faut être prudent sur les images qu'on voit. Par exemple, ça pourrait être les images du Koweït, l'autre jour où des F-15 ont été abattus par erreur. Bon, ceci dit, il semble bien qu'un avion, tout concorde pour dire que cet après-midi qu'un avion a été abattu, ça serait quand même plus un F-15. Mais un F-15, la mauvaise nouvelle, bon, il y a deux pilotes. Enfin, il y a un pilote et un navigateur. Alors, pardon, qu'on rappelle, pour ceux qui nous regardent, c'est... Les autorités iraniennes parlent d'un F-35. Un F-35, donc l'F-35, c'est l'avion de 5e génération, furtif, dernier cri technologie. Donc s'il l'abattait, ça serait vraiment le grand coup. Le grand coup, parce qu'il est réputé quasiment inatteignable, etc. C'est ça. Le F-15, il est de 4e génération, il est plutôt de la génération du Rafale, il n'est pas furtif, mais c'est un très bel avion. C'est un avion de supériorité aérienne. C'est pas un attaque au sol, c'est un avion qui est fait pour chasser les autres avions avec des missiles air, notamment de supériorité aérienne, qui a 2 pilotes. Et donc qui aurait été abattu dans cette région, qui a pour particularité, parce que la région, je ne l'avais pas vue, moi, qui est, bon, vous l'avez dit, c'est proche de la frontière, c'est très intéressant, donc ça doit faciliter quand même les opérations de secours, et mais c'est en zone très montagneuse, donc extrêmement difficile d'aller chercher les gens. Donc tout ça, ça va complexifier, cette région montagneuse va complexifier la tâche, mais immédiatement, après que des pilotes étaient abattus, vous avez des équipes de ce qu'on appelle SAR, Search and Rescue, avec hélicoptères, etc., qui se mettent à la recherche. Les pilotes, avec leur siège éjectable, ont vraisemblablement de la nourriture, ils sont armés légèrement avec un pistolet, ils ont vraisemblablement GPS, boussole, radio, tous les moyens de pouvoir les localiser. Et donc, on va voir, ils sont plus visiblement attachés à leur siège, donc ils ont survécu au choc. Si les Iraniens les avaient, ça se saurait. Donc, effectivement, la chasse à l'homme est ouverte et bien entendu, les opérations pour les retrouver également. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces photos-là, c'est que il y a pas de, ils ne craignent rien. L'espace aérien appartient aux Américains. Ils volent bas, ils volent avec des avions, des hélicoptères, comme si ils étaient à l'exercice au-dessus de leur champ de manœuvre. Alors justement, on voudrait qu'on s'arrête sur ces images d'hélicoptères, donc des tirs contre ces hélicoptères américains. Regardez, on en parle juste après. Aussi, mais général, vous avez tiqué un petit peu, ou en tout cas ça vous interpelle. C'est extrêmement sommaire, si vous voulez. On voit qu'ils tirent à l'arme de poing ou à l'arme au fusil. Bon, un fusil, ça va à 300-400 mètres. Visiblement, si le point à l'horizon que je vois et que j'ai vu était un avion américain, ils n'ont absolument, vous voyez là, ils n'ont aucune chance avec une arme d'infanterie d'atteindre un hélicoptère à cette distance-là. Ouais. C'est comme, il faut vraiment avoir de la chance. D'abord, c'est une cible mobile. Souvent, ils sont blindés, notamment en dessous. Et ensuite, les armes à disposition de l'infanterie ont une portée vraiment très limitée pour pouvoir prétendre atteindre ce genre d'objectif. Alors certes, peut-être qu'ils ne vont pas les atteindre, mais l'image, elle est là. L'image, on le sait, c'est une guerre aussi des images, une guerre de propagande. C'est un symbole extrêmement fort, Maïk Adras, ce qui est en train de se passer, en tout cas cet après-midi, et ce qui est en train de diffuser l'Iran. Et je pense notamment à cette vidéo à la télévision iranienne où on promet une récompense si on capture ces deux pilotes, ou le pilote, on ne sait pas, l'équipage en tout cas de cet avion.
le symbole est extrêmement fort. Le symbole est fort, tout comme en fait le tir de missiles balistiques sur les pays du Golfe, sur des usines de dessalement, sur des manufactures d'aluminium, sur des centres industriels. Aussi bien que sur les aéroports, sont forts aussi. L'Iran est en pleine guerre et ils utilisent tous leurs leviers militaires, tous leurs leviers aussi de pression et de harcèlement, je dirais même, avec l'envoi compulsif de drones en direction des pays du Golfe notamment. Mais il ne faut pas retenir de toute cette communication et de toutes ces images que l'unique propagande iranienne, parce qu'il y a d'autres agences de presse aussi qui sont qui relaient des images, surtout des images satellitaires. Il y a eu une image qui n'a peut-être que je n'ai pas encore vue, par exemple aujourd'hui sur les télés françaises, c'est celle d'un missile balistique qui part de l'ouest de Téhéran, la capitale iranienne, et qui tombe juste à côté de là où il vient de décoller. Et donc il y a aussi des échecs iraniens, et les échecs aussi bien que les prouesses, je dirais, sont présents aussi bien chez les deux belligérants. Donc il ne faut pas retenir l'unique propagande iranienne. Ce qui est en train de se passer quand même, la Guillaume Roquette, à l'instant où l'on parle, c'est donc cette recherche absolue pour les Américains de retrouver en tout cas l'équipage de cet avion qui a été abattu, qu'il soit un F-15 ou qu'il soit un F-35. C'est la priorité là à l'instant T de l'armée américaine. Oui, c'est un enjeu absolument essentiel. Effectivement, si c'est un F-15 de nouvelle génération, enfin un F-15E, comme disait le général, il y a deux personnes à bord. Il y a le pilote et puis il y a un officier derrière qui est chargé de gérer les systèmes d'armes parce que tout ça est assez complexe. A priori, ils ont une balise de détresse qui se déclenche automatiquement quand les pilotes s'éjectent. Pourquoi automatiquement ? Parce que parfois ils peuvent être inconscients et donc ça permet de les retrouver sans qu'ils aient besoin de mettre en route cette balise. C'est essentiel de les retrouver pour les Américains. D'abord pour des raisons de militaires. On n'abandonne pas un soldat sur le champ de bataille en terrain ennemi. Et puis pour des raisons politiques parce que quand vous interrogez l'Américain de la rue, quand on lui dit « Qu'est-ce que c'est le danger iranien ?», il répond « Ce sont les otages ». Parce que tous les Américains, en tout cas ceux qui ont l'âge le traumatisme de 1979, par la prise d'otage à l'ambassade américaine en Iran qui avait duré 444 jours. C'est ça, qui s'était juste après la Révolution. Jusqu'en 80, en janvier 80, quand tous les otages avaient été libérés. Mais on y reviendra. Gaëtan Powys, vous êtes avec nous, journaliste défense pour Air et Cosmos. En effet, selon les images et en fonction des images que vous êtes en train de voir, on peut penser en effet que ces pilotes, en tout cas l'équipage, encore une fois, on ne sait pas si on parle de 1 ou 2 pilotes, ont pu, dans tous les cas, s'éjecter. Ça, c'est certain. 2 pilotes, vous dites-vous, hein, je vois vous faites un signe. Pour vraiment, oui, donc c'est les images permettent au niveau de la carcasse des débris, permettent de confirmer qu'il s'agit d'un F-15E qui est basé normalement au Royaume-Uni et qui de fait était déployé dans le cadre de l'opération Epic Fury. Notamment la bande rouge permet d'identifier l'unité en question qui est sur la base aérienne de Lakenheath au Royaume-Uni. En revanche, là où ça devient encore plus intéressant, ce sont bel et bien les images des hélicoptères et du C-130 qui sont visibles en source ouverte, avec notamment ces différentes capacités. Il y a des images où on voit le C-130 en train de ravitailler les 2 hélicoptères. Les 2 hélicoptères ont des perches pour être ravitaillés en vol, et certaines images permettent de voir un peu plus dans les détails. Concrètement, il ne s'agit pas de simples hélicoptères de transport et d'un simple avion de transport tactique. Il s'agit d'un HC-160J Combat King 2 et de 2 HH-60 pour les hélicoptères. Ce sont tous les 3 des avions et hélicoptères qui appartiennent aux forces spéciales de l'US Air Force et dont la mission première, vraiment, ces 3 appareils ont été conçus, pensés, développés. Pourquoi ? Pour aller rechercher des équipages abattus derrière les lignes ennemies. Vraiment, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il y a un minima 1 ou les 2 membres d'équipage du F-15E qui a été abattu, détruit, endommagé. Je ne sais pas ce qui s'est passé au-dessus de l'Iran, mais là derrière, c'est qu'il y a un besoin d'aller rechercher les personnes des Américains en Iran, et c'est pour ça qu'ils prennent des risques en déployant ces appareils. Et je terminerai aussi là-dessus, c'est que
là, on ne voit que 2 hélicoptères et un avion, mais il y a aussi une bulle qui se crée tout autour. C'est certain, il y a des avions qui sont prêts à les appuyer, il y a des drones aussi, ça a été confirmé, des drones armés qui tournent autour de la zone. C'est vraiment une opération dans l'opération Epic Fury qui est en train de se dévoiler sous nos yeux actuellement. Alors c'est ça, c'est qu'on peut imaginer, Gaëtan Powys, une espèce de bulle en effet de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment comment ça va se passer? Parce qu'une fois, par exemple, s'ils les ont repérés, comment ça se passe, en effet, pour aller les récupérer? C'est de l'hélitreuillage, on descend, donc on met le pied sur le sol iranien, des militaires américains qui se trouvent dans ces hélicoptères. Comment ça se passe exactement? Vraiment, je vous le dis là de façon comme si je me posais les questions vraiment chez moi sans rien connaître. Est-ce que vraiment c'est peut-être un fil qui descend, on s'accroche, on remonte? Comment ça se passe? Et est-ce qu'en effet, tout dépend de la situation où se trouvent les pilotes. Si les pilotes se trouvent dans un ravin, là c'est sûr et certain, ils vont être hélitreuillés comme un hélicoptère de sauvetage civil que l'on peut voir à peu près partout dans le monde, y compris en France. Inversement, s'ils se trouvent sur une zone totalement dégagée, l'hélicoptère va se poser. Les forces spéciales qui sont à l'intérieur vont devoir confirmer, là il y a toute une procédure avec des codes spécifiques, qu'il s'agit bien de pilotes américains et non pas d'un espion, d'un potentiel espion qui essaierait de revenir, de rentrer aux États-Unis, etc. Mais donc voilà, derrière il y a toute une procédure pour bien confirmer qu'il s'agit d'un, ou dans ce cas-ci j'espère, les deux pilotes qui sont donc les 2 pilotes américains qui sont derrière les lignes ennemies et qui pourront s'identifier. Une fois identifiés, ils rentrent à nouveau dans l'un des 2 hélicoptères et de fait, puis vont rentrer avec peut-être un ravitaillement en vol en fonction, je ne sais pas où ils vont aller, leur destination finale. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un hélicoptère aussi. Pourquoi 2 ? Le fait d'avoir un hélicoptère au sol ou en situation de treuillage, et inversement un deuxième qui est aussi autour de la zone pour offrir une meilleure connaissance de la situation, ou inversement de pouvoir offrir un appui-feu, puisque ces hélicoptères disposent aussi de mitrailleuses pour pouvoir se protéger, ou inversement appuyer l'autre hélicoptère qui est vulnérable puisqu'il est au sol ou en stationnaire, qui ne bouge pas lorsqu'il faut treuiller. Gaëtan Powys, vous restez évidemment avec nous, mais général, identifier les soldats, vous nous expliquez potentiellement, c'est qu'ils ont donc sur eux, vous nous l'avez dit, peut-être des ravitaillements, des boussoles, des balises aussi, c'est ça, pour être sûr et certain que ce sont eux, en effet, qu'on va chercher. Là, de toute manière, ils ont des balises. Dans l'équipement standard, vous avez balises, vous avez radio, vous avez GPS, ils sont absolument équipés pour le survie. Les Américains se sont fait une grosse spécialité de ça pendant la guerre du Vietnam, notamment, où ils ont récupéré dans la jungle, au milieu de la jungle, un certain nombre de pilotes qui avaient... et là, c'était pas facile. Souvent, on pouvait pas atterrir dans la jungle. Donc, tout ça, ils ont une très très grosse expérience là-dedans. Est-ce que je voudrais rajouter, donc, localisables, si tout ça n'est pas fichu, s'ils les ont encore sur eux, ils seront localisés. Ce qu'il faut rajouter également dans ces opérations pour essayer d'aller les chercher, pour les secourir, c'est qu'il y a vraisemblablement, à la fois, ça a été dit, des drones qui doivent être capables, toute une procédure, je dirais, d'identification des ennemis potentiels dans la zone. Si c'est une zone montagneuse, l'inconvénient c'est que c'est montagneux, l'avantage c'est qu'il n'y a vraisemblablement pas une densité extraordinaire. Mais avec des Iraniens qui connaissent très bien le terrain. Ils connaissent le terrain, mais il faut déjà qu'ils arrivent, ils sont pas forcément dans cette zone-là, etc. Mais il y a vraisemblablement à la fois des troupes spéciales mobilisées, des drones, des avions, pour faire un cordon autour de la zone où se trouvent ces pilotes, pour pouvoir les récupérer sans que pendant au même moment, eh bien, des attaquants au sol essayent de les capturer. Donc tout ça, c'est une opération interarmée, absolument complexe, très risquée, et puis risquée également. Voilà. Oui, très très risquée. Imaginons, ils doivent mettre le pied au sol. Si ils sont blessés, ces pilotes, et qu'eux-mêmes ne peuvent pas, j'ai envie de dire, s'accrocher à l'hélitreuillage et monter. Ce serait la première fois, là, clairement, que des soldats américains, l'armée américaine mettrait le pied, c'est-à-dire des soldats en Iran. Là, c'est un moment de bascule. Moi, je crois que c'est pas la première fois du tout que les soldats américains sont en Iran. Les forces spéciales, les commandos, la CIA, tout le monde est présent dans la région. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas seulement que les Américains. Alors, on parle pas du Mossad, mais je pense que même les troupes occidentales. Mais là, disons que officiellement, ce serait. Ah oui, officiellement,
Nous, lambda, en effet, on ne sait pas tout de tout ce qui est secret défense. S'ils sont blessés, on va aller les chercher au sol. Voilà. Faut pas croire qu'on va les laisser. Il y a des spécialistes, peut-être un médecin qui descendra et qui comme en montagne, en haute montagne, préparera une civière, etc. Ils seront élitreuillés à partir de cette civière. Mais il faut bien voir que les Américains ne laissent pas leurs troupes. C'est-à-dire que là, c'est une chasse à l'homme parce que c'est le premier qui va les trouver qui aura raison. Mais en aucun cas, on ne laisse les troupes. Les Américains au Vietnam, même pendant la guerre du Pacifique, on cherchait les pilotes qui, par la bataille de Midway ou autres, etc., étaient tombés en mer. Il y avait des hydravions qui étaient prêts pour ça. On ne laissait jamais un pilote à l'eau ou bien au milieu de la jungle. Tant qu'il y avait un espoir, on va le chercher. Donc là, il y a des opérations de recherche et donc on va voir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Magali. C'est une vraie course contre la montre en fait qui est engagée. Alors non seulement parce qu'il y a ce message évidemment pour les pilotes américains que jamais ils ne seront laissés en effet sur le sol. Mais au-delà, il faut bien voir la dimension politique, c'est-à-dire que ce sont les Iraniens qui récupèrent. Alors c'était en effet ma deuxième question, c'est ça, s'il y a capture. Vous pouvez être sûr qu'ils seront exhibés à la télévision iranienne, que tout de suite, ils vont évidemment surcommuniquer pour essayer évidemment d'appuyer sur le fait qu'ils sont en train de tenir en échec les Américains. Pour Donald Trump, pour l'administration américaine, c'est quand même le scénario du pire, ce genre d'opération. Il faut absolument pour eux les récupérer vite avant que justement les Iraniens n'exploitent l'événement à leur avantage, surtout qu'en effet il y a ce traumatisme des otages évidemment dans la mémoire américaine. Parce qu'une capture d'un otage, faut être très clair dans cette guerre en plus aujourd'hui. C'est une monnaie d'échange, ça c'est certain, et c'est un gros moyen de pression. Donc là, c'est ça l'enjeu, Guillaume Roquette, bien aussi sûr, pour les Américains. Une monnaie d'échange, c'est aussi un moyen d'humilier les Américains. Tout le narratif iranien depuis le début de cette guerre, c'est de dire c'est nous qui avons le contrôle. Nous voulons bloquer le détroit d'Ormuz, nous arrivons à le faire. Nous voulons frapper les pays voisins, nous arrivons à le faire. Vous avez beau décapiter la tête du régime, nous arrivons à trouver des dirigeants alternatifs. Et là, effectivement, ce serait une étape importante, presque un tournant dans cette guerre, si effectivement ces soldats étaient capturés. Je dirais même que de toute façon, c'est un tournant, parce que pour l'opinion américaine, cette guerre, elle est encore assez largement virtuelle. Oui. Bien sûr, il y a des morts, mais il n'y a pas de morts américains sur le terrain. Il y a eu 13 morts, mais des soldats quand même. Mais ce sont des soldats. On se souvient des cercueils qui ont été ramenés par Donald Trump, aux États-Unis, en tout cas avec ces images, et puis des soldats grièvement blessés. Vous avez raison, mais l'essentiel des dommages et des victimes, c'est en fait, ce sont pas les Iraniens qui les ont tués, voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont pardon de ce terme qui est pas heureux, mais un peu des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement direct, d'autant moins que Trump répète tous les jours que les Américains ont la maîtrise du ciel iranien. Or, de toute évidence, ça n'est pas vrai, puisque, alors, quand c'est un drone qui abat ou un missile qui abat un AWACS posé sur un aérodrome, c'est quelque chose, mais là, sur le terrain, ça veut dire que toutes les déclarations, vous nous avez dit on va pouvoir faire voler des B-52, il n'y a aucun problème pour pouvoir lâcher des bombes, de toute évidence, c'est problématique. Je voudrais qu'on parte aux États-Unis, à Washington, retrouver justement notre correspondante Sonia Dridi sur place. Sonia, alors on le sait, Donald Trump, il est briefé quasiment quotidiennement sur ce qui se passe, ce qu'on appelle des débriefs sur la guerre. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction du côté américain, des autorités américaines, et pour l'instant, pas de réaction non plus de Donald Trump. On s'y attend quand même, vous vous y préparez. Oui, pour l'instant, aucune réaction ici à la Maison-Blanche, ni de la part de la porte-parole, pas de réaction de Donald Trump, qui n'a toujours pas réagi comme il le fait souvent sur son réseau Truth Social. Il y a plusieurs événements aujourd'hui, mais qui pour l'instant sont fermés à la presse. Donc, a priori, les journalistes n'auront pas l'occasion de lui poser des questions dans les prochaines heures, même si on le sait, tout peut changer avec Donald Trump. Toutefois, des responsables américains ont confirmé à plusieurs médias américains, dont Reuters et CNN, que cet avion avait bien été abattu et que des opérations de recherche étaient en cours. Il y a CNN qui, il y a quelques instants, disait avoir a priori repéré ces activités d'opérations de recherche en les géolocalisant. CNN qui assure avoir géolocalisé des avions qui volaient à basse altitude au-dessus de la province de Khouzestan, au centre de l'Iran.
Donc c'est des premières informations qui confirmeraient donc c'est à l'image ces opérations de recherche. Il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes ici aux États-Unis autour du sort de l'équipage. Il y a déjà un choc depuis l'annonce de la mort de 13 soldats américains, une population qui en majorité est pressée de voir cette guerre se terminer. Et puis cela intervient dans un contexte où Donald Trump a affiché ces derniers temps les victoires américaines. Il a même dit il y a quelques jours que la guerre était quasiment terminée, mais en coulisses on sent une administration déstabilisée tout de même par la riposte iranienne. Le Times expliquait hier que le secrétaire à la défense Pete Hegseth avait été surpris par la réponse des Iraniens, notamment la riposte régionale. Et on apprenait aussi dans cet article du Times que la chef de cabinet de Donald Trump, Suzy Wiles, qui est très écoutée par le président, avait poussé certains officiels de cette administration à être plus francs avec le président parce que elle trouvait qu'ils enjolivaient un petit peu la situation et qu'ils ne lui disaient pas assez quelles étaient les répercussions réelles de cette guerre sur la population aux États-Unis. Merci beaucoup Sonia Dridi, donc en direct de la Maison-Blanche où en effet on peut s'attendre évidemment à une réaction des autorités américaines et sûrement de Donald Trump. Mais pour bien comprendre encore une fois ce qui s'est passé, Gaëtan Powys, vous êtes toujours avec nous. On se pose aussi cette question de que s'est-il passé finalement? Qu'est-ce qui a pu toucher cet avion américain? Est-ce qu'on parle d'un drone? Est-ce qu'on parle d'un missile? Qu'est-ce qui est possible en tout cas dans les hypothèses? Parce que pour l'instant en effet on n'a pas d'informations confirmées. Mais selon vous, qui êtes expert en la matière? La cause la plus probable ou la plus attendue, ce serait littéralement le tir d'un Manpad. Donc c'est un système anti-aérien qui est tiré depuis l'épaule. Vraiment, il y a énormément de modèles à travers le monde. Les Ukrainiens en ont d'ailleurs démontré la très grande utilité face aux hélicoptères russes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tirer un missile qui est très léger, qui se déplace, pas besoin d'un radar, ou vraiment c'est extrêmement difficile à détecter au moment où ce fameux F-15 était en vol à très basse altitude, où vraiment il était concrètement, que je sois clair aussi, c'est un coup de chance. Ça n'arrive pas tous les jours. D'ailleurs, on le voit, les États-Unis ont annoncé 11 000 sorties contre une perte dans ce cas-ci, 2 si on compte le F-35. Donc voilà, l'idée, c'est le tir d'un missile. On ne sait jamais, parce que ça peut aussi toujours arriver, c'est extrêmement rare, mais là aussi c'est une hypothèse à prendre en compte. C'est une erreur mécanique, un problème mécanique au niveau des systèmes internes de l'appareil qui aurait eu des causes catastrophiques et de fait l'avion se serait écrasé, les pilotes s'étant éjectés. Et enfin, il faut voir exactement si il n'y a pas aussi le tir ami. Là, c'est la dernière possibilité, puisque il faut le rappeler, au tout début des opérations, le 2 mars, si je me souviens bien, un avion de combat koweïtien a tiré sur 3 avions de combat américains. Ça peut toujours arriver. Il suffit de mauvaises informations ou une mauvaise analyse de la part des pilotes et qui identifient mal. Et de fait, on a ce tir de tir sur un avion ami de la part d'un avion américain. Donc voilà, il faut voir les possibilités, même si pour moi, pour l'instant, la première possibilité, c'est le tir d'un système anti-aérien, d'un missile anti-aérien tiré depuis l'épaule, versus les autres possibilités qui existent. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs hypothèses. Pour l'instant, on n'a pas l'information concrète. Si c'est cette hypothèse d'un tir de missile, ça confirme encore une fois quand même la résistance générale iranienne. Justement, on en parle et on entendait Sonia Dridi qui nous parlait de Pete Hegseth qui finalement a été surpris par la résistance iranienne. Comme de toute façon, on peut dire peut-être tous les Américains et notamment Donald Trump lui-même en premier. Ça montre leur résistance et la maîtrise du ciel, on en parlait, ils maîtrisent encore leur territoire et le ciel. Et c'est un grand classique de l'histoire du monde de sous-estimer l'adversaire quand on est une superpuissance. Thucydide en parle déjà pendant la guerre du Péloponnèse, notamment lorsque les
les Spartiates commencent à se prendre des raclées par Athènes, etc., alors qu'ils sont censés être la puissance dominante de l'époque. Donc ça arrive très souvent. Et visiblement, cette espèce d'hubris suite au bombardement de juin contre les infrastructures nucléaires, ou bien au Venezuela avec la capture de Maduro, on fait penser vraisemblablement à Trump qu'il était invincible, avec peut-être aussi une équipe qui lui dit pas la vérité, parce que militairement, cette opération est mal engagée depuis le début. Militairement, on ne cesse pas de le dire, parce que on ne conquiert pas 1 800 000 km² avec 3 porte-avions, mais peut-être qu'on n'a pas dit la vérité à Trump, qui n'écoute que lui-même et son ego, et ça donne ça aujourd'hui. Oui, un grand pays comme l'Iran a encore des capacités résiduelles, et vous voyez, un seul missile peut-être, ou bien même un accident technique. Ou peut-être un accident parce qu'on ne le saura pas, et donc ils diront toujours c'est nous qui l'avons descendu, même si l'avion il s'est écrasé tout seul, eh bien ça restera au crédit des Iraniens. Donc il ne faut pas grand-chose pour établir, en tout cas sur le plan politique et médiatique, une espèce d'idée de symétrie qui, dans la pratique, sur le plan militaire, n'existe pas. Vous avez dit quelque chose d'important, en général. Vous avez dit ne pas dire la vérité à Donald Trump. Et quand on voit ce qu'il se passe, notamment dans la réorganisation de l'armée et des chefs d'état-major américains, quand même, limogés, on est à 7 ou 8 personnes avec une réorganisation. Là, Guillaume Roquette, ça dit quelque chose, parce que justement, on avait posé cette question en disant Donald Trump, il a plus envie de s'entourer de personnes qui vont le contredire. Et c'est un peu ça, peut-être que eux lui ont dit la vérité, mais qu'aujourd'hui, il les a tous limogés, quand même, en tout cas. Oui, peut-être qu'effectivement, il ne veut que des yes men, et ça pourrait expliquer... Il ne veut peut-être pas écouter, en effet, la vérité. Voilà, que le chef d'état-major de l'armée de terre a été mis de côté. Alors, c'est vrai qu'il était... Il y a aussi la volonté d'avoir des gens dans lesquels Trump a confiance. Ce haut militaire était proche de Lloyd Austin, qui était le secrétaire de la défense de Biden, donc son prédécesseur. Et c'est une réaction assez classique quand vous êtes dans une situation de crise. Vous voulez avoir autour de vous des gens qui sont des inconditionnels. Mais effectivement, c'est un risque. Et le risque, c'est notamment de ne pas décrire comme il convient la situation, et notamment le fait que les Iraniens, même si les Américains et les Israéliens ont réussi à frapper, je dirais, la première division de l'appareil militaire, en dessous, il y a peut-être une deuxième division. La deuxième division, c'est peut-être ces missiles auxquels Gaëtan Powys faisait allusion à l'instant, qui sont peut-être un peu les successeurs de ces missiles Stinger. Vous vous souvenez que les Américains avaient fourni par milliers aux Afghans pour se battre contre les Soviétiques, et qui pouvaient abattre des hélicoptères. Alors c'est sûrement un modèle plus sophistiqué, mais de la même façon que Trump dit toujours, il n'y a plus de marine iranienne. Oui, mais il oublie de dire qu'il y a tous ces petits bateaux des gardiens de la Révolution qui permettent de faire un peu la police dans le détroit d'Ormuz, et donc c'est peut-être aussi que Trump, il n'écoute que ce qu'il a envie d'entendre, que ce qui colle avec son narratif. Faut jamais oublier, Trump, c'est l'homme politique chimiquement pur de la post-vérité. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas la réalité, c'est sa représentation médiatique. C'est ce qu'on en dit. Et donc, en l'occurrence, ce qu'on en dit, ce sont ses fidèles qui disent « tout va bien, on est en train de gagner cette guerre ». Alors, je voudrais que Jean-François Bureau, qui va nous rejoindre, venez, n'hésitez pas à venir justement en direct autour de cette table. Vous êtes l'ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. C'est intéressant aussi, éminemment intéressant d'avoir votre avis, votre éclairage sur ce qui est en train de se passer. Quand on parle justement, en effet, de peut-être avoir nié la puissance de l'ennemi, on en est bien là aujourd'hui. C'est ce qu'elle nous dit, cette information. Si, encore une fois, je le rappelle à ceux qui nous regardent, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé cet après-midi dans les montagnes iraniennes. Soyons prudents, effectivement, sur l'interprétation et sur la portée de l'événement. Néanmoins, la guerre, c'est dangereux, pardon de cette évidence. Et les capacités iraniennes de riposte, de porter des coups, elles restent probablement assez grandes. On vient de le redire, et à juste titre, dans le détroit d'Ormuz, les Iraniens ont la capacité d'entraver toute la circulation. Sur le contrôle de l'espace aérien, au-dessus de l'Iran, on pensait qu'il était total. Peut-être que ça n'est pas tout à fait le cas. Non, je pense que ça traduit simplement que, effectivement, les Iraniens, avec leurs ressources, les gèrent de façon extrêmement méthodique, extrêmement rationnelle, et finalement cherchent à obtenir des effets politiques à travers des actions qui sont limitées
mais qui sont fortement, qui ont un impact dans l'opinion qui est très important. Bien sûr, on va en parler de l'impact dans l'opinion, mais là c'est vraiment une course contre la montre qui est en train de se dérouler du côté iranien, du côté américain. L'objectif c'est vraiment de retrouver en effet l'équipage. Si l'équipage, que ce soit un ou deux pilotes, sont capturés, là c'est un symbole aussi très fort, on le rappelait tout à l'heure, c'est une monnaie d'échange, c'est une humiliation, comme disait Guillaume Roquette, aussi pour les Américains. Et là, il y a le danger, en effet, on en reparlera, pour Donald Trump, clairement, face à l'opinion américaine. Ça, c'est certain. Il est certain que... Mais déjà, sur la vie aussi de ces deux pilotes, potentiellement, on y pense aussi cet après-midi. Non, tout à fait. Et pour l'administration américaine, une prise d'otage, si ça devait être l'issue de cet événement, c'est évidemment le scénario le plus catastrophique. C'est-à-dire que l'opinion américaine aujourd'hui n'est pas convaincue du bien fondé de cette guerre. Oui. Elle en mesure les impacts à travers l'inflation, à travers les difficultés qui se sont accrues. On évoquait le changement de chef d'état-major de l'armée de terre. Rappelons-nous quand même qu'en quelques jours, Monsieur Trump a limogé sa ministre de l'Intérieur, sa ministre de la Justice. Aussi, bon, et semble-t-il, il n'est pas content de son ministre du Commerce extérieur. Bon, donc il y a quand même des signaux de tension à la tête des États-Unis qui sont effectivement très inquiétants. Et un événement comme celui-là ne pourrait qu'accroître ce sentiment d'impuissance ou ce sentiment de guerre sans issue. Et je pense que c'est ça qui est pour l'opinion américaine le plus important. Alors justement, et ça certainement, évidemment, ça va choquer l'opinion américaine, et pas que. Je voudrais qu'on revoie justement ces images de la télévision iranienne qui propose quand même une récompense si capture donc de ces pilotes et de l'équipage. Écoutez. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Alors évidemment, on regarde ça avec nos lunettes, j'ai envie de dire, d'occidentaux, c'est assez terrible, mais comme vous venez de le dire, c'est la guerre, il y a des morts, parfois en effet il y a des otages, mais c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'on parle de la vie évidemment d'humains, la vie de personnes, sûrement peut-être père de famille, enfant de quelqu'un, et là on propose une récompense financière pour la capture donc de ces pilotes. Magali, ça c'est extrêmement fort, et c'est vrai qu'il faut encore le dire une fois, on regarde ça avec nos lunettes d'occidentaux qui sont en plus un peu hors de cette guerre. Oui, et puis avec l'insistance de cette présentatrice, ramenez-les vivants. On les veut vivants. Donc ça veut bien dire que derrière, l'idée, c'est quand même de s'en servir comme d'un trophée. Et de bien les exhiber, d'en faire un argument pour convaincre en effet cette population iranienne que décidément ce régime tient tête aux États-Unis. Puis c'est vrai que l'Iran en plus est un spécialiste de ces prises d'otages, de cette diplomatie, de ce chantage en fait, dont nous avons été évidemment aussi victimes de ce chantage aux otages. Et donc il est certain que si vraiment ces deux pilotes américains tombaient dans les mains des Iraniens, on changerait de dimension. Oui. On changerait de dimension dans cette guerre. On est peut-être près d'un tournant. On est 2 jours après ce discours de Donald Trump où à 21h heure locale, il essaye de convaincre la population américaine du bien fondé de cette guerre. Il est en train d'essayer de plaider le fait que les Américains sont en train d'anéantir l'Iran et que la suprématie, la domination américaine ne fait aucun doute. Et moins de 48 heures après, vous avez cet épisode avec, en effet, potentiellement des pilotes américains récupérés par les Iraniens. Ce serait vraiment le scénario du pire pour l'administration Trump. Général Richoux, vous parliez en effet de la complexité de l'opération menée par les Américains, complexité du côté iranien, parce qu'on imagine que s'ils récupèrent dans les montagnes, à l'heure où on parle, ces pilotes, ou en tout cas l'équipage, il y a difficulté de pouvoir les ramener vers Téhéran, parce qu'on a vu ces hélicoptères, ces avions qui volent à basse altitude, quand même, des avions américains. C'est-à-dire qu'on peut les récupérer, mais ensuite,
il faut pouvoir traverser et les ramener à un point. Alors on sait que les souterrains sont bien fournis en Iran, mais là, au milieu de la montagne, ça paraît très complexe. Moi, je crois qu'ils les ramèneront par voiture, parce que personne n'osera tirer sur des voitures ou sur des véhicules blindés. Et vous n'allez pas les tirer si vous savez qu'ils sont dedans. Ça sera compliqué. Ou alors il faut monter une opération, une embuscade pour les intercepter, etc. Non, je crois que s'ils les prennent, c'est terminé. Là, je crois que la chasse à l'homme, elle s'arrête au moment où l'un ou l'autre les a retrouvés en premier, l'un pour les arrêter, l'autre pour les secourir. Et donc, pour les Iraniens, c'est vraiment le jackpot. Parce que ce qui est intéressant là, c'est que Trump, ça a été dit, c'est l'homme des médias. Bon, et là, il challenge les États-Unis avec un coup comme ça sur la portée médiatique et sismique, j'allais dire, d'une nouvelle de capture de pilotes américains. Ça serait absolument dévastateur pour l'image de Trump, des États-Unis, etc. Et ça, les Iraniens qui n'ont plus de puissance militaire propre savent très bien jouer dans les autres champs. Quand on attaque le détroit d'Ormuz, c'est sur le champ économique. Et là, ils ont véritablement l'arme médiatique absolue. C'est-à-dire, après, on les exhibe, conformément à tous les lois de la guerre, mais on les exhibe, comme au Vietnam. On se souvient, les pilotes, il y en a un même qui avait fait du morse en disant SOS avec ses yeux, etc. On se souvient de ça. Et donc, il y a un vrai risque immense politique pour les États-Unis aujourd'hui. Alors, je vous posais une question qui est toujours délicate parce qu'on se la pose souvent, c'est que se passe-t-il dans la tête de Donald Trump ? Et là, c'est vrai que, oui, je sais, c'est une question qui est toujours un peu difficile. Mais Jean-François Bureau, là, qu'est-ce qui se passe là, sûrement, à la Maison-Blanche? Est-ce que Donald Trump est enfermé quelque part? Vous savez qu'il aime montrer, notamment, alors quand il y a les attaques au Venezuela ou autres, les frappes, notamment américaines, sur des sites nucléaires, il y a presque un an. Maintenant, on l'a vu, ces images, où on le voit, regarder en direct ce qui est en train de se passer. Est-ce que là, il est sûrement, en effet, entouré de l'administration, en tout cas américaine, de défense, qui est en train de lui expliquer ce qui est en train de se passer en direct. Je pense. Parce que il est étrangement silencieux depuis quelques heures maintenant qu'on a cette information, Donald Trump. Non, mais sur le plan de ce qui se passe, on peut penser effectivement qu'ils sont dans la salle de crise avec le ministre de la Défense, les chefs d'état-major, enfin les photos que l'on connaît. Est-ce qu'il devrait parler? Je pense qu'il a raison de ne pas parler, tant qu'il ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et en vérité, c'est toute la difficulté, parce que si on s'installe dans cette situation pendant plusieurs heures, c'est évidemment la spéculation sur le pire qui va s'installer, et pour lui, c'est ensuite reconquérir l'opinion pour expliquer que tout ça ne va pas modifier ses plans, et que, comme ça a été dit, l'Amérique va triompher. Ça sera très difficile. L'opinion américaine, justement, Guillaume Roquette, on en parlait tout à l'heure. Il y a un syndrome un peu très fort, un traumatisme aux États-Unis. En effet, on le parlait, c'est cette prise d'otages d'Américains. C'était à Téhéran, 1979. 444 jours, 52 diplomates et civils américains étaient retenus en otage par des étudiants iraniens dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Ça a duré jusqu'au 20 janvier 1980. Alors, me semble-t-il, certains avaient été un peu libérés au compte-gouttes, une quinzaine, mais les autres sont quand même restés pendant 444 jours. C'est énorme. Ils ont dénoncé, quand ils ont été libérés, la torture psychologique qu'ils ont vécue. Enfin, ça a été un traumatisme pour les Américains, des Américains qui aujourd'hui, peut-être pour certains, en tout cas une génération qui ne s'en souvient pas, mais forcément raconté dans les écoles, traumatisme absolu. Là, ça pourrait l'être, on ne parle pas en effet d'une cinquantaine de personnes, mais deux suffisent pour tout faire basculer. Bien sûr, parce que c'est effectivement un traumatisme, mais ça a été un double traumatisme, cette prise d'otage, qui effectivement avait d'abord été initiée par des étudiants iraniens, proche du régime, et pendant plusieurs jours, on s'était demandé ce qu'allait faire le régime en place, ce qu'allait faire l'ayatollah Khomeini qui était revenu au pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que ça allait rester une initiative individuelle ou est-ce que c'est une prise d'otage d'État? Et Khomeini avait dit... Je vous arrête juste parce que on vient d'avoir cette information, en tout cas qui est donnée par un média israélien, mais on va revenir, c'est très intéressant quand même sur cette affaire. Un pilote aurait été secouru. Alors, encore une fois, c'est les médias israéliens qui donnent cette information. On le sait, les Israéliens sont extrêmement bien renseignés, travaillent avec les États-Unis ensemble, donc c'est une information alors qu'il faut prendre encore une fois avec des pincettes. Mais généralement, on le sait, Général Richoux, les Israéliens sont très bien informés.
c'est les médias qui le disent, ce ne sont pas les autorités israéliennes. Alors, vous voyez, quand je vois ça, d'abord, on est quand même soulagé, parce que c'est un pilote en territoire étranger. Exact, mais ennemi. Mais moi, je lis un pilote et il y en a deux. Enfin, il y a le navigateur. Alors, je ne sais pas lequel des deux, mais ça veut dire que, mais sinon, ils ont été éjectés. Ils n'ont pas forcément atterri au même endroit. Et ça veut dire qu'ils étaient séparés, alors qu'on aurait pu penser à un moment qu'ils étaient ensemble et ils étaient vraiment séparés. Donc, il y en a encore un dans la nature. Donc, espérons qu'il va être récupéré rapidement. Gaëtan Powys, vous êtes toujours avec nous, journaliste défense pour Cosmo, vous êtes justement spécialiste peut-être aussi de ce genre de situation. En effet, comme dit le général Richoux, un pilote secouru, on pense à donc deux, vous nous le confirmiez en tout cas, ce que vous pensez tout à l'heure que vraiment il y a deux pilotes. En effet, c'est le cas, on peut imaginer des pilotes éjectés en effet qui ne sont pas au même endroit finalement, ça c'est vraiment possible. Oui, il faut voir la vitesse. Un avion, ça peut voler très vite. Le premier pilote s'éjecte, le deuxième membre d'équipage s'éjecte ensuite, mais entre-temps, il y a un délai. L'avion a déjà avancé de plusieurs centaines de mètres, voire peut-être même plus. Donc ça peut aller, ça peut s'éloigner très vite et en fonction de, là, on voit des images de montagne. Si c'est peut-être 1 kilomètre de distance avec le vent, les parachutes, etc. Mais si on est sur deux vallées différentes, au final, le temps que les deux pilotes se regroupent, se rejoignent, ça prend déjà beaucoup de temps. Après, les hélicoptères sont là pour pouvoir justement permettre de les récupérer rapidement, peu importe qu'ils soient de l'autre côté de la vallée ou au même endroit. Mais inversement, il faut aussi voir si les deux pilotes étaient conscients. Il faut voir dans quel état ils sont. Il y en a peut-être effectivement un qui a été secouru selon les médias israéliens, secouru en vie. Peut-être que le deuxième est décédé, peut-être qu'il est dans la carcasse de l'appareil, il n'a pas eu le temps de s'éjecter. Il y a énormément de possibilités qui sont qui peuvent être possibles, qui sont envisageables actuellement. Là, on parle effectivement d'un pilote secouru. Il faudra voir quel en sera le deuxième, si c'est le pilote ou si c'est effectivement l'officier système d'armes qui se trouve juste derrière dans le cadre d'un F-15E. Voilà, donc en effet, il faut attendre que cette information soit un petit peu plus développée, qu'on ait vraiment aussi cette confirmation. Encore une fois, si en effet ils sont blessés, la difficulté c'est de devoir forcément descendre pour aller les chercher, ça c'est certain. Bah oui. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment, il faut aller chercher le pilote parce qu'il ne sait pas se déplacer, il a peut-être une jambe cassée, etc. Il a juste eu le temps de se cacher derrière d'éventuels buissons ou dans le fin fond d'un recoin, d'un rocher, etc. Mais globalement, si le pilote ne sait pas se déplacer facilement, là, c'est sûr et certain, il y a à l'intérieur déjà de ces hélicoptères des forces spéciales, des membres des forces spéciales qui sont spécialement entraînés pour ce type de mission, avec la possibilité, si il est trop gravement blessé, de pouvoir le soigner directement dans l'hélicoptère, voire même le soigner directement sur le terrain parce qu'il n'est pas transportable. Le tout, là aussi, couvert par une bulle qui se trouve autour avec des avions de combat, des avions de chasse qui empêchent le moindre hélicoptère éventuel ou ce pilote iranien qui serait un peu fou de pouvoir s'approcher de la zone. Et même chose au niveau des véhicules blindés au sol avec des avions A-10 dont on a fait pas mal dont on a vu les récentes images de déploiement il y a quelques jours à peine. Vraiment, il y a aujourd'hui la priorité, ou du moins l'une des top priorités pour le commandement américain dans la région au Moyen-Orient, c'est littéralement d'aller secourir ces deux pilotes en dehors de toute envisageable, en dehors de tout point de vue politique. L'objectif, c'est aussi de montrer, quoi qu'il arrive, on ira vous chercher. C'est vraiment ça, de montrer que malgré le fait que vous volez, que vous effectuez des vols en situation de combat au-dessus de l'Iran, même si vous êtes abattu, si vous êtes vivant, on ira vous rechercher, on prendra le risque d'envoyer ces hélicoptères et ces avions spéciaux pour pouvoir aller vous rechercher et vous ramener au bercail sains et saufs. Voilà, ces informations très éclairantes. Merci en tout cas. Gaëtan Powys nous a rejoint sur ce plateau. Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va partir tout de suite aux États-Unis parce qu'on a une toute dernière information avec notre correspondante Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche. Et Sonia, vous avez la confirmation que Donald Trump, il est en train, en ce moment, il a été briefé. En tout cas, évidemment, sur ce qui est en train de se passer. On parlait de cette cellule de crise, potentiellement, avec Donald Trump qui suit minute par minute l'évolution de la situation.
Oui, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui a confirmé à la correspondante CNN ici à la Maison-Blanche, en effet, que Donald Trump avait été briefé. CNN qui, un peu plus tôt, a confirmé via des responsables américains que cet avion avait été abattu. CNN qui affirmait aussi avoir pu géolocaliser les efforts de recherche des Américains. Il y a la chaîne israélienne, la chaîne 12, qui assure que l'un des deux membres d'équipage a été récupéré, a été sauvé. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant à ce sujet. En tout cas, c'est un coup dur pour l'administration américaine puisque c'est la première fois depuis le début de cette guerre en Iran qu'un avion américain a été touché par des tirs ennemis. Cela alors que Donald Trump ces derniers jours affichait les victoires américaines et assurait que la guerre était presque terminée. Il y a beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis autour du sort donc de ces membres d'équipage, et cela alors que la population américaine en majorité presse l'administration de mettre fin à cette guerre au plus vite, et cela dans un contexte où on apprend de plus en plus via les médias américains les coulisses de cette opération, et on voit que certains officiels de cette administration comme Pete Hegseth, c'est ce qu'affirmait le Times hier, ont été surpris par la réponse iranienne, par la riposte, notamment par la riposte régionale. Merci beaucoup Sonia Dridi, donc en direct de la Maison-Blanche à Washington, essentiel évidemment parce que minute par minute on sait ce qui se passe aux États-Unis. Donc on a cette information pour l'instant donc d'un des pilotes, en tout cas un des membres de l'équipage qui aurait été secouru. Gérard Longuet, votre analyse elle est intéressante sur ce qui est en train de se passer. Il faut aller très 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 vite dans ce genre de situation, et là en effet Donald Trump, cellule de crise, il faut récupérer en effet l'équipage, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, de l'Iran ou des États-Unis, tout va très vite. C'est un exercice que les armées de l'air, et l'armée de l'air française en particulier, gèrent et s'efforcent de rendre possible dans des circonstances qui sont toutes différentes. C'est évidemment la nature du terrain, c'est l'heure, le jour, c'est les forces ennemies, les identifier et savoir quelle est leur proximité, et naturellement quel est l'état des pilotes. C'est possible, c'est quand même extrêmement difficile. Il faut quand même se souvenir que l'Iran, c'est 3 fois la France en surface, et donc pour aller chercher, c'est une aiguille dans une bonne... Dans les montagnes, en plus, on le voit, on le revoit dans les images. Les systèmes de géolocalisation sont évidemment extraordinairement précis aujourd'hui. Les équipes d'intervention en hélicoptère savent faire et récupérer un pilote. Ça reste quand même une aventure extraordinairement difficile. Juste un mot, il n'y a pas de guerre sans dégâts. Bien sûr, il n'y a pas de guerre sans mort. Il n'y a pas de guerre sans mort, et c'est une illusion de croire, en plus, que l'on gagne une guerre par la seule force au ciel. Oui. Il faut malheureusement, à un moment ou un autre, avoir une présence sur le terrain. En tout cas, ce qu'on est en train de voir, et on en parlait, c'est peut-être un tournant dans la guerre. Alors oui, il y a en plus des vies en jeu, ça c'est certain. Et puis il y a l'aspect politique. On en parlait, Guillaume Roquette, sur l'opinion américaine. Je veux juste revenir en effet sur ce traumatisme de 1979. À l'époque, ça a ruiné la présidence de Jimmy Carter. Oui. Et je pense que Donald Trump, malgré tout, il a ça évidemment en tête, c'est certain. Parce qu'en plus, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent. Donc cette guerre, elle est compliquée pour lui. Là, vraiment, il marche sur des œufs. Oui, alors, il faut toujours se méfier des comparaisons historiques, mais effectivement, si on fait la comparaison avec l'affaire des otages de l'ambassade américaine en Iran, ça a été une catastrophe absolue pour les États-Unis, non seulement parce qu'il y a eu cette prise d'otage, mais ensuite parce qu'il y a eu une opération de sauvetage avec des hélicoptères pour essayer de dégager ces diplomates, et ça a été une catastrophe parce que les hélicoptères se sont abîmés dans le désert. Là encore, c'est même pas les Iraniens qui ont tiré, c'était les hélicoptères n'étaient pas prévus, avec le sable, ils se sont enlisés, enfin ça a été une horreur. Colmatage des filtres. Exactement. Colmatage des filtres. Exactement, voilà. La voie technique du général. En revanche, même s'il faut encore une fois se méfier des comparaisons, souvenez-vous de ce qui s'est passé après le 7 octobre. Il y a eu des otages pris par le Hamas, et ça a, je dirais, soudé l'opinion israélienne autour de Netanyahou
pour une riposte, et une riposte très, très, très forte, très ferme, peut-être même excessivement dure d'ailleurs, c'était la guerre de Gaza. Donc, c'est difficile de savoir à l'avance. D'abord, il faut espérer que ces pilotes soient récupérés par l'armée américaine, mais quelles peuvent être les conséquences d'une éventuelle prise d'otage. Il peut y avoir une sorte d'effet drapeau, mais aussi une sorte d'engrenage dans la guerre avec un Trump qui, humilié par une éventuelle prise d'otage, riposterait encore plus fort. Oui, il n'a déjà pas beaucoup de filtres. C'est vrai qu'on pourrait croire ça. Et en effet, Jean-François Bureau, ça peut en fait finalement aussi retourner l'opinion. Si cet équipage était capturé, finalement il peut y avoir un sursaut aussi de l'opinion américaine qui fera tout pour les ramener, tout pour les libérer. Oui, absolument. Et depuis plusieurs jours, les Américains travaillaient et travaillent toujours sur des hypothèses d'engagement au sol. À quel niveau et pour quel objectif, c'était toute la question. Peut-être que cet événement peut accélérer le processus de décision et par exemple, ce qu'étaient les plans de saisie de l'île de Karg, le terminal pétrolier iranien, peut en être accéléré. Je ne vais pas faire de politique fiction, ça fait partie des hypothèses, mais il est certain que le choc immédiat dans l'opinion amènera Trump à trouver une parade et à réagir sur cette situation qui, dans un premier temps, lui est évidemment très défavorable. Alors forcément pour l'Iran c'est assez jubilatoire. Je voudrais vous montrer, on vient vraiment de les sortir, un tweet du président du Parlement iranien. Cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont commencé a maintenant été rétrogradée de changement de régime à est-ce que quelqu'un peut retrouver nos pilotes, s'il vous plaît? On sent bien le ton très 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 ironique. Et regardez, waouh, quel progrès incroyable, des génies absolus. C'est d'un cynisme sans nom, mais évidemment, on n'en attendait pas moins, Magali Barthez, du Parlement iranien. Oui, et alors de Ghalibaf, qui est donc le président du Parlement iranien, et qui manifestement a été vu quand même à un moment ou à un autre comme un interlocuteur potentiel. Et on voit le ton extrêmement acerbe et en effet jubilatoire qu'il emploie dans cette première réaction où il se moque ouvertement de la stratégie américaine. En effet, qui à l'écouter ne penserait plus à un changement de régime, mais juste à aller récérer. Mais comme a pu le faire Donald Trump, j'ai envie de dire, qui se moque aussi souvent. Ah oui, mais il emploie d'ailleurs, c'est un peu le même phrasé, c'est-à-dire il interpelle en fait le peuple américain, essayer de le faire douter aussi de la stratégie américaine. Mais on sent que évidemment pour l'Iran cette affaire c'est un peu la divine surprise parce que évidemment s'il récupère l'un de ses pilotes, au moins ils peuvent l'avoir vivant, l'exhiber devant les caméras. On sent bien à quel point ils vont exploiter l'événement, et ça se sent dans les premiers mots d'ailleurs du président du Parlement, qui est aujourd'hui l'homme fort du régime iranien. Il faut bien comprendre qui envoie ces mots-là. C'est pas n'importe qui. C'est vraiment aujourd'hui, après l'élimination d'une grande partie des plus hautes autorités du régime, c'est vraiment l'un des hommes qui compte aujourd'hui à Téhéran. Gérard Longuet, je voudrais, parce qu'on n'a pas commenté ces images avec vous, on les a vues en début d'émission, notamment avec le général Jean-François Bureau aussi, ces images de ces tirs sur des hélicoptères qui sembleraient être donc les hélicoptères américains, avec des tirs. On voit donc cette séquence. C'est assez impressionnant là aussi. Alors même si général, vous nous disiez que finalement ces tirs n'auraient jamais atteint les hélicoptères. Pas jamais, américains. Mais c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. C'est loin, ça disperse. En effet. Ça me paraît pas. Mais là, sur la maîtrise, encore une fois, du ciel iranien, ça veut bien dire qu'on a sous-estimé, en tout cas que Donald Trump a encore une fois totalement sous-estimé la résistance iranienne. C'est ce que ça nous dit quand même. On est à 35 jours de guerre, on le rappelle, avec les capacités des rangs. Et il y a un avion américain qui aurait sans doute peut-être été abattu par des systèmes antiaériens iraniens. C'est quand même pas une performance extraordinaire. L'Iran, c'est un pays qui a pas riche, mais qui est suffisamment servi en recettes pétrolières pour acheter à peu près toutes les armes dont il a envie dans le monde entier. Donc je pense en effet, comme Trump, que le système antiaérien iranien a été totalement détruit
à quelques exceptions près, et il y en aura statistiquement dans un pays qui, je le répète, est 3 fois la France. Oui. Vous aurez toujours quelqu'un qui, quelque part, pourra faire quelque chose. En plus, il faudrait connaître les conditions dans lesquelles cet avion a été abattu. Ça peut être lié à une défaillance technique. C'est ce que nous disait Gaëtan Courbis, il y a plusieurs hypothèses. Le triomphalisme de Trump est très maladroit. Oui. Est très maladroit. Ça se retourne contre lui-même. Reposer sur il y a en effet le courage de ces pilotes, la technique, c'est très bien. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des centaines, des dizaines, des centaines de civils qui sont détruits par ces bombardements et qui n'y sont absolument pour rien. Et qui meurent. Quand même, y penser un petit peu là. La guerre, c'est affreux. Et je crois qu'on ne peut pas bâtir on avait montré ces images de Donald Trump qui dansait alors qu'à côté, on voyait des bombardements sur Téhéran. C'était assez terrible comme image. C'est pas bien parce que les vrais combattants se respectent. Oui. Alors, Donald Trump, justement, il est arrivé dans le bureau ovale. Sonia Dridi, vous avez cette information, vous êtes en direct justement devant la Maison-Blanche. Il a été briefé et il vient d'arriver dans le bureau ovale parce que c'est vrai qu'on se demande, il est silencieux pour l'instant depuis quelques heures. Oui, alors il y est depuis quelques instants, mais en effet, il est actuellement dans le bureau ovale, comme l'indique la présence du Marine derrière moi. Donc, il a été briefé sur l'incident. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, notamment aux médias CNN. Un peu plus tôt, CNN qui confirmait que des responsables américains assuraient que cet avion avait bien été touché par des tirs iraniens. Et c'est un tournant puisque c'est la première fois depuis le début de cette guerre en Iran qu'un avion américain est touché par des tirs ennemis. CNN qui en citant ces responsables américains disait également que des opérations de recherche étaient en cours et qui disait aussi avoir pu géolocaliser ces opérations de recherche. Alors on n'a pas beaucoup plus d'informations actuellement. Il n'y a pas eu de déclaration officielle ni du Pentagone ni d'un officiel, d'un responsable de la Maison-Blanche, pas de message de Donald Trump publié sur son réseau Truth Social. Donald Trump qui, au début de la semaine, on nous avait indiqué qu'il devrait se rendre dans la soirée aujourd'hui en Floride et on a appris hier soir qu'il restait a priori aujourd'hui à la Maison-Blanche, qu'il ne passerait pas forcément le week-end en Floride et donc on imagine que cela a aussi à voir avec la situation en Iran. Un Donald Trump qui, on l'a vu dans l'allocution qu'il a prononcée cette semaine, est de plus en plus pressé de mettre fin à cette guerre. Il a promis aux Américains qu'elle serait terminée d'ici 2 à 3 semaines. Et on apprend aussi via les médias américains que son secrétaire à la Défense, Peter Fetz, a été étonné de la réponse iranienne. Il a notamment été étonné de la riposte régionale. Merci beaucoup Sonia Dridi, donc en direct de la Maison Blanche. Intéressant Magali de voir aussi à quel point les médias américains vont très vite. Là, elle nous dit que CNN en effet confirme que ce sont des tirs iraniens qui ont donc touché cet avion. Il y a beaucoup de tweets, d'articles qui sont très très vite sortis. La confirmation au début, elle nous vient des médias américains. Il y a un journaliste de Fox News là qui est en train d'expliquer qu'en effet que le président des États-Unis est informé maintenant que l'avion a été abattu en Iran et qui annonce un communiqué du CENTCOM, donc du centre de commandement de l'armée américaine, qui est attendu sous peu. Donc en effet, les événements en fait se confirment de cet avion abattu par l'Iran et maintenant il va falloir le gérer aussi politiquement pour Donald Trump, mais évidemment tout dépendra du sort de l'équipage. Si effectivement ils ont, enfin au moins l'un d'entre eux a été récupéré, comme le dit un média israélien, évidemment ce sera une source de soulagement et peut-être que Donald Trump pourra même raconter un scénario héroïque. Avec Donald Trump, il faut s'attendre aussi à retourner la situation de choses. Et évidemment, la situation est aux antipodes si, en effet, un membre d'équipage ou les deux ont été récupérés par les Iraniens. On sent bien la pression, cette course contre la montre qui est enclenchée avec ces appels à la population iranienne, en effet, d'aller retrouver et de capturer vivants ces pilotes contre récompense. Vous avez maintenant des primes donc offertes aux Iraniens qui pourraient ramener vivants ces deux pilotes. Jean-François Bureau, on suppose, et on le voit quand on a eu cette information tout à l'heure, donc
un des membres de l'équipage secouru, c'est un média israélien qui le donne. On se doute parce que depuis le début de cette guerre, ils sont ensemble. Les Israéliens, les Américains, ils travaillent vraiment conjointement. On sait que le service de renseignement israélien, presque le top du top des services de renseignement, ils font appel aux Israéliens, c'est certain, dans cette dans cette opération extrêmement risquée qui doit être très rapide. Non, je partage le point de départ de votre remarque. Le fait que ce soit un média israélien traduit ou exprime le fait que les Israéliens ont joué un rôle dans l'identification de l'événement et peut-être dans la localisation. Et c'est vrai que les services de renseignement israéliens, depuis maintenant une longue période, connaissent parfaitement ce territoire dont on rappelait à juste titre combien il est immense, connaissent beaucoup les acteurs iraniens et donc je pense qu'effectivement le service de renseignement israélien a pu être utile pour les Américains dans la récupération d'un des deux personnels de l'équipage. Oui, Guillaume Roquette, l'un sans l'autre, en tout cas, dans cette guerre, ça n'aurait pas été possible. Et on le voit aujourd'hui, les Israéliens et les Américains. Oui, c'est vrai. Dès le départ de cette guerre, c'est Netanyahou qui a donné aux Américains cette information que on allait pouvoir frapper la tête de l'exécutif iranien et qui a convaincu les Américains. Évidemment, il y a une coopération étroite militaire parce que tous ces milliers, c'est plus de 10 000 frappes depuis le début de la guerre. Elles ont été faites par des avions américains, par des avions israéliens. Et bien sûr, il faut se coordonner étroitement pour être sûr déjà qu'ils se rendent pas dedans. Enfin, pardon de parler aussi trivialement, il y a sûrement des mots plus techniques que ça, mais ça demande de travailler vraiment de façon extrêmement serrée. Moi, je suis quand même surpris que ce soit un média israélien qui donne ça, parce que apparemment les engins qu'on voit là, c'est plutôt des A-10, c'est des avions américains. Donc, est-ce que les Israéliens ont été au courant et qu'il y a une fuite? Est-ce que les Américains ne veulent pas communiquer en attendant d'avoir retrouvé les deux? Je sais pas. C'est une question que je me pose. En effet, ça n'a pas été confirmé en plus pour l'instant, donc c'est toujours évidemment à prendre avec des pincettes générales. Oui, je voudrais simplement dire une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que vraisemblablement en Iran, à cette heure-ci, il fait nuit. Et donc là, parce qu'il y a 2h30 de plus, etc., donc là, on est quasiment de nuit. Et je pense que de nuit, l'avantage appartient aux Américains qui sont particulièrement bien équipés. Oui. D'abord, le pilote peut mieux se cacher dans la montagne, il n'a pas besoin de beaucoup bouger, et puis d'attendre qu'on vienne le récupérer. Et les Américains qui sont suréquipés avec des appareils de vision nocturne, etc., des forces spéciales qui sont entraînées à tirer de jour, de nuit dans tous les cas de figure, à mon avis, là, obtiennent un avantage concurrentiel jusqu'à demain matin au moins. Voilà, donc c'est quand même un élément important qu'il faut souligner. Partage totalement votre point de vue. Gérard Longuet, oui. Oui, c'est tout à fait la vérité technique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les États-Unis restent un pays de transparence en matière de communication. Il y a le Trump qui nous désarçonne souvent, mais il y a quand même une vérité, c'est que les journalistes s'informent et diffusent. Ce qui est plutôt bien pour conduire un grand pays. Le rappel à la réalité. La nuit, en effet, à Téhéran, on rappelle en effet que ces images, elles ont été publiées pour, chez nous, en tout cas, heure française, à peu près en début d'après-midi. Ça fait déjà quand même, en effet, quelques heures. Donc, on peut imaginer que l'opération, en effet, là, est en cours ou peut-être même terminée. C'est vrai qu'on a encore ces informations qui nous proviennent vraiment au compte-gouttes. Difficulté, en effet, combien de temps? Je sais que c'est délicat comme question, mais combien de temps on peut tenir comme ça? On pense à ces pilotes, on ne sait pas. Les pilotes, ils peuvent tenir plusieurs jours. Ils ont des rations de survie. Voilà, c'est important de savoir. S'il n'est pas blessé. Parce que s'il est blessé, la problématique est complètement différente. La capacité de survie des pilotes, ils sont entraînés pour ça, même ils font des stages, survie, etc. Ils sont capables de tenir, ils ont tout l'équipement avec leur siège éjectable qui leur permet de tenir sur le plan de l'eau, de la nourriture, même de kits de premier secours. Ils peuvent se faire des piqûres, voyez, de morphine, de choses comme ça. Et donc, là, eux, ils sont capables de tenir. Je pense que de toute manière, ça va être réglé dans la nuit. On le saura, là, véritablement. Si la nuit appartient aux Américains, ils l'auront récupéré demain matin si ce pilote est encore en vie, je pense. Et ils ont des exercices comme ça, de toute façon, les militaires. Ils sont rompus, j'ai envie de dire, à ce genre d'exercice. Gérard Longuet, vous qui avez été ministre de la Défense. De la même façon, et les équipes des commandos de l'air qui sont formées pour les récupérer sont remarquables. Chaque situation est particulière et chaque campagne militaire est différente.
Encore J'ai eu une la fois. chance de ne pas être confronté à ce problème en Libye, mais au Kosovo, nous avons eu non pas au Kosovo, C'était en Bosnie. Il y avait deux pilotes de Mirage de Nancy, oui, Ochet, qui ont été récupérés par des adversaires. Absolument. Voilà ce qu'on sait en tout cas pour l'instant. Il y a en effet donc cette information qui est donnée par les médias. Alors d'abord des médias israéliens, c'est en effet voilà que le pilote a été secouru. Mais là on est quasiment certain qu'ils sont deux en tout cas à être éjectés. Ils ne peuvent pas être plus dans ce type d'avion. Il y a le pilote et le navigateur. Enfin le navigateur il a le système d'armes etc. Enfin ce qu'on appelle navigateur. Et donc ils sont deux. Et alors on ne sait pas qui a été bien entendu secouru. Et puis on ne sait pas du tout l'état du deuxième pilote. Enfin. Magali. D'après ces médias israéliens, donc le pilote secouru et le copilote, le navigateur serait toujours aux abonnés absents et on n'aurait pas réussi pour l'instant à le retrouver. Voilà. Ouais, voilà. Ce sont des informations qu'il faut prendre évidemment avec beaucoup de prudence. On va attendre le fameux communiqué du CENTCOM qui va pouvoir donner des informations plus précises et valider véritablement par le commandement américain. On va guetter aussi la première réaction de Donald Trump qui en effet a tweeté il y a 3 heures à peu près sur le détroit d'Ormuz et qui depuis reste extrêmement silencieux. De tout manière, avec un tweet là aussi encore une fois où vraiment on ménage le chou et la chèvre comme fait Donald Trump, c'est-à-dire qu'il revenait un petit peu sur ses propos tout en voulant être rassurant. À un moment en effet on est pris à son propre jeu, j'ai envie de dire. Et en fait, il a tellement essayé d'expliquer et de vendre son opération au peuple américain en disant que finalement, les Américains étaient en train d'écraser ce régime qui n'avait plus aucun moyen de riposter. Il est certain qu'aujourd'hui, cette information qui est en train de faire les gros titres de tous les médias, évidemment, américains, vient en contradiction de ce discours extrêmement triomphal. Et en même temps, elle ne triomphalisme. change rien au rapport de force établi sur le terrain. Rien. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est en ça qu'on est vraiment dans une guerre moderne, c'est-à-dire que, comme le dit Gérard Longuet, militairement ça change peu de choses. Évidemment, il y a un avion descendu, c'est pas illogique. 5 semaines. Mais l'impact politique de ce qui se passe est considérable, d'autant qu'il y a une partie de l'opinion américaine, qui est hostile à cette opération, y compris d'ailleurs jusque dans le camp MAGA, où traditionnellement on est plutôt isolationniste et où on va évidemment se poser encore plus la question, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette guerre? Pourquoi mettons comme ça en danger la vie de nos soldats et en l'occurrence de nos pilotes? Sachant qu'on sait, on parlait de la résistance iranienne, c'est CNN justement qui dévoilait via les évaluations des renseignements américains que finalement sur les lanceurs de missiles iraniens, mais il en restait au moins peut-être 50% à peu près, disait CNN. Je crois que les médias justement et le renseignement israélien parlaient de 20 à 25%. Donc on sait encore que ça peut tenir. CNN disait ils peuvent encore tenir 12 semaines. C'est 12 semaines de stock avec des avions. Alors là en effet abattus, mais un F-35 avait été touché, un avion AWACS qui avait été quand même abattu au sol. Donc, enfin, voilà, tout ça nous dit que ce n'est pas terminé avec le côté jubilatoire de l'Iran sur ce qui vient de se passer. Jean-François Bureau. Je pense qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui à Washington, alors c'était prévu pour cet après-midi heure de Washington, donc un peu plus tard pour nous, l'administration Trump devait rendre public son projet de budget pour 2027 pour la défense, avec un montant qui n'a jamais été aussi important, c'est-à-dire 1500 milliards de dollars prévus pour le budget de la défense. Et il y a 8 jours, l'administration a demandé au Congrès de voter une rallonge de 250 milliards, je crois. 200 milliards, c'est ça. 200 milliards pour recompléter les stocks de munitions. Et donc, on voit bien qu'effectivement, même si l'Iran a des capacités qui sont limitées, sa capacité finalement à faire un usage extrêmement frugal, si j'ose dire, de ses ressources, lui a permis de tenir déjà plus de 4 semaines. Oui. Et la dispersion, enfin, on est sur un pays de 1 800 000 km². Il suffit, imaginez qu'ils aient 500 vecteurs. Bien sûr. Dispersés entre Dunkerque et Istanbul. Mais vous les trouvez comment? Ben voilà, c'est ça le véritable problème. La dispersion ne permet pas de traiter tous ces objectifs. Et donc vous aurez toujours ce problème-là de la taille du pays, de la taille critique du pays, qui permet de se cacher, qui permet de se disperser. Et quand on nous dit, on a tapé, il disait, il reste 3554 cibles à taper, il y en a peut-être 10 000, il y en a peut-être 20 000, il y en a peut-être 50 000 des cibles, si on veut. Si on baptise commissariat de quartier une cible... Ben voilà, c'est ça. Donc en fait, effectivement, ils exercent au maximum leur
leur pouvoir de nuisance et ils gèrent intelligemment le peu de munitions qu'ils ont. Il faut quand même le dire. Alors cette dernière information... Juste un point, Magali faisait référence au président du Parlement iranien tout à l'heure en montrant que c'était un des hommes clés du régime. C'est un ancien cadre des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, les 3 acteurs principaux, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le ministre de la Défense sont tous d'anciens cadres des gardiens de la Révolution. Donc, des gens qui ont pratiqué la guerre, notamment avec l'Irak pendant 8 ans. Alors maintenant, regardez justement sur l'écran, le bloc a changé. Un pilote secouru, ce sont donc les médias américains qui le confirment via des officiels. Donc en tout cas, un des 2 pilotes, puisque maintenant on parle en effet d'un équipage avec 2 pilotes sur ce qui serait un avion, un F-15E même me semble-t-il, si j'ai bien entendu la précision. Il aurait donc été secouru. Un des pilotes, on le disait, des pilotes qui ont été éjectés, donc c'est tout à fait possible qu'il ne soit pas au même endroit. Un pilote secouru, ça veut dire qu'il reste quand même encore une interrogation sur le second, mais ça évidemment, sur LCI, vous allez continuer à avoir l'information parce que tout de suite, c'est 18h. Et non, on me dit, ah bah non, j'ai le temps. Alors justement, on va continuer à commenter cette information. Ça, c'est très important. Les médias américains, Magali, du coup, médias américains, on peut dire là, ça y est, que c'est officiel ? C'est-à-dire l'information est venue d'abord de la presse des médias israéliens et en effet à l'instant vous avez les médias américains qui confirment cette information qu'on vous donne déjà depuis une dizaine de minutes, c'est-à-dire que sur les 2 membres d'équipage, le pilote en effet aurait été secouru, mais il y a toujours cette interrogation sur le navigateur, le copilote, qui, d'après ce que l'on comprend pour l'instant, n'a toujours pas été récupéré par un camp comme par l'autre. Parce que les Iraniens l'auraient récupéré, on le saurait aussi certainement. Avec un pilote qui potentiellement en effet peut être blessé, c'est aussi l'hypothèse, qui peut se cacher. Ça aussi, c'est une autre hypothèse, sachant que vous l'avez bien rappelé, Général, il fait nuit en ce moment en Iran. Dans les montagnes. C'est aussi ça, évidemment, la particularité, vraiment. Avec le froid aussi, je veux dire, il va falloir qu'il gère cette affaire-là, parce qu'il est sorti de son cockpit et il est certainement pas équipé pour les grands froids des montagnes iraniennes. Donc, il doit pas faire très très chaud au mois de mars là-bas. Donc, effectivement, il y a quand même une urgence. Mais s'ils ne l'ont pas récupéré demain matin, je pense qu'ils ont un problème. Voilà, c'est ça. Normalement, avec les balises, avec les moyens dont ils disposent. Et en effet, la nuit est favorable. La nuit est favorable, mais si c'est pas fait demain matin, c'est qu'il se passe autre chose et qu'ils ont des difficultés supplémentaires. Et le fait que vous avez indiqué que c'est CENTCOM, c'est-à-dire le commandement militaire américain dans la région, qui communiquera sur la situation, laisse penser qu'il se prépare à toutes les éventualités. C'est-à-dire que si jamais on ne récupérait pas le 2e pilote, c'est le commandement militaire qui l'annoncerait et non pas les politiques. On peut s'attendre aussi forcément à une communication sur ce qui s'est exactement aussi passé. C'est-à-dire là, tout à l'heure, CNN disait ce sont des tirs, c'est un tir iranien. Parce qu'on le disait encore en général, il faut le rappeler, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Oui, on parlait au Koweït. Voilà, on parlait d'un tir ami, potentiellement accidentel, une erreur, mais aussi une défaillance technique qui pouvait être totalement possible, ou un tir de missile. Mais là, on nous a précisé qu'il s'agissait bien d'un tir. Donc, ils ont une capacité qu'on peut qualifier de résiduelle de ce côté-là. Mais comme le disait très bien Gaëtan tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un simple SA-7, qu'ils avaient en Afghanistan, un peu partout, suffit c'était une arme d'épaule qui tire à 5 km et puis point. Et ça suffit à battre un appareil qui ne se méfie pas, parce que s'ils sont persuadés d'avoir la supériorité aérienne totale, ils ont très très bien pu le descendre comme ça. Voilà, donc ça c'est possible, mais enfin c'est pas non plus, comme vous disiez, une performance au bout d'un mois de guerre d'avoir descendu un avion. Par contre, la déflagration sismique, si un pilote est fait prisonnier, ce sera une déflagration sismique politique pour Donald Trump, sans doute. En tout cas, vous continuez bien sûr à regarder LCI parce qu'on va suivre l'évolution minute par minute de cette situation avec un Donald Trump, je vous le rappelle, qui a été briefé, qui est dans le bureau ovale et qui à tout moment, en effet, peut s'exprimer, que ce soit sur son réseau social ou face notamment aux journalistes qui l'attendent à la Maison-Blanche. Yves Calvi prend la main tout de suite avec 24 heures. Merci beaucoup en tout cas à tous de nous avoir éclairés sur cette actualité.